Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à une question centrale pour comprendre le système politique, c'est le rôle et la place de l'État dans l'économie. Parce que dans le débat public en général, on entend beaucoup d'approximations, beaucoup d'erreurs, beaucoup de présentations trompeuses sur le sujet. Il faut absolument remettre les choses à leur place de manière rationnelle et nuancée. Allez, c'est parti. Alors pour bien situer les explications qui vont suivre, je vous rappelle que je vous ai présenté un plan sous forme de pyramide et là on se situe juste ici sur la question de la concurrence. Alors je sais que quand on parle de l'État, on songe à l'utilisation de l'argent public et beaucoup pensent à ce qu'ils ont pu voir auprès de chez eux. On a tous en tête ce rond-point dont l'utilité n'était pas tout à fait évidente ou la construction de cette piscine municipale ou patinoire dont le coût était absolument exorbitant. Et puis on pense aussi évidemment aux utilisations d'argent public par des hommes politiques, des ministres, des présidents d'Assemblée nationale pour des fins privées, notamment des dîners avec du homard et du champagne. Je n'aime pas les huîtres, je ne prends pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. Alors vous voyez les histoires qu'on raconte à partir d'une photo. Le champagne, ça me donne mal à la tête. Bon, tout ça, ça existe, évidemment. Mais il ne faudrait pas confondre le principe et l'exception. Pour le dire autrement, c'est pas parce que le pneu de votre voiture est crevé que votre voiture est bonne pour la casse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idéologie dominante, le néolibéralisme, s'applique à mener une guerre sans relâche contre les États-nations. Et qui mène cette guerre dans les faits, c'est ce qu'on peut appeler le marché. Alors c'est une notion qui est assez commune en économie, et ça désigne l'ensemble des acteurs économiques qui évoluent sur le secteur privé. Pour donner des exemples, vous avez les artisans et les commerçants, vous avez les banques, les assurances, ou aussi tout le secteur de l'industrie. Bref, c'est tous les acteurs économiques qui cherchent à faire du profit. Et en cela, ça s'oppose aux activités qui sont gérées par le secteur public et qui, elles, sont financées par les impôts ou par les cotisations sociales. Et les tenants du discours dominant nous expliquent en substance que le secteur privé est performant parce qu'il y a cette recherche de profit, alors qu'à l'inverse, le secteur public serait nécessairement synonyme de gaspillage. Et on utilise souvent le concept de main invisible de l'économiste Adam Smith pour expliquer finalement que les intérêts privés motivés par la recherche du profit et placés en situation de concurrence, convergeraient naturellement vers l'intérêt général. Et c'est en utilisant cet argument qu'on nous explique qu'il faudrait systématiquement réduire le périmètre de l'État au profit du marché, parce que c'est comme ça qu'on obtiendrait l'attractivité, la compétitivité, la flexibilité, bref, le marché serait source de joie infinie alors que l'État ne contribuerait qu'au malheur de ses citoyens. Christophe de Margerie, le PDG de Total, était aussi là et il a dit le vrai problème en France, c'est l'État. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Je pense, si vous voulez, que nous avons, depuis 20 ans, laissé dériver l'État et les dépenses publiques. Un État qui serait un État intelligent aurait cette fois-ci, eu égard à l'expérience historique, une grande force s'il nous rendait la liberté économique. Une économie libérale, concurrentielle et décentralisée. Bon, tout ça, évidemment, ce sont des fadaises. Les intérêts individuels, ils n'ont jamais spontanément convergé vers l'intérêt général. Parce que l'homme est ainsi fait que beaucoup chercheront à dépouiller leurs voisins s'ils le peuvent. Et c'est pour ça que l'État et la loi sont là pour encadrer les intérêts individuels et les réorienter, les ajuster pour qu'ils convergent vers l'intérêt général. C'est ça le rôle de l'État, fondamentalement. Or, depuis 40 ans, le périmètre de l'État recule, et ça coïncide avec quoi ? La montée du taux de pauvreté, la montée des inégalités, la baisse du niveau de vie des citoyens. Donc vous comprenez que les classes dominantes, elles ont tout intérêt à discréditer l'État, parce qu'en l'affaiblissant, eh bien, elles servent finalement leurs intérêts. Je crois que la première des priorités, c'est de réduire le poids de la dépense publique sur l'économie française. Il faut donc réduire drastiquement nos dépenses. Le vrai sujet, c'est le sujet de l'excès de dépenses publiques. Aujourd'hui, il y a trop de dépenses publiques. Et derrière cette dépense publique, en réalité, il y a des consommateurs qui consomment moins et il y a des entreprises qui investissent moins. Tous m'ont dit à leur manière la même chose, que l'État arrête de nous emmerder. Est-ce qu'on privatise Pôle emploi, par exemple ? Oui, on privatise Pôle emploi. Oui, on privatise Pôle emploi. Alors le premier effet de cette idéologie dominante consiste à diaboliser l'État
pour justifier la baisse des dépenses pour les services publics. Et vous avez déjà entendu la petite musique. Nos gouvernants n'arrêtent pas de nous dire que si les services publics ne fonctionnent pas ou se dégradent, c'est pas par manque de moyens, pas du tout. Non, c'est parce qu'ils sont mal organisés. Sauf que, on l'a déjà vu ensemble, ce sont eux, les gouvernants, qui sont censés travailler à l'organisation des services publics. Donc s'ils sont mal organisés, c'est juste de votre faute en fait. C'est vous qui êtes incompétents alors. Ah! Donc c'est un premier aveu que vous nous faites, vous ne savez pas gérer les services publics quand vous nous dites qu'ils sont mal organisés. Mais c'est logique. C'est parce qu'ils raisonnent comme des comptables. Ils veulent appliquer une logique de rentabilité au service public, sans voir que, à la différence d'activités privées, où une concurrence s'exerce et où on peut rechercher du profit, le service public, il est là pour créer un maillage territorial dans le pays, pour assurer un service à tous les citoyens, suivant un principe d'égalité. Il va également assurer un lien social entre les différents citoyens de la communauté nationale. Voilà à quoi sert le service public. Donc vous ne pouvez pas lui appliquer une stricte logique de rentabilité comme on pourrait le faire pour un service privé. Cette question du très mauvais rapport qualité-prix du service public en France. Hein, je rappelle, premier niveau de prélèvement dans le monde, premier niveau de dépenses publiques dans le monde, et des résultats lamentables à peu près dans tous les domaines. C'est le cas notamment par exemple des hôpitaux. Comment voulez-vous appliquer une logique de rentabilité quand il s'agit de soigner les gens ? Les gens, vous les soignez, peu importe combien ça coûte, même s'il y a des traitements qui sont très chers parce qu'il faut soigner des maladies graves, vous les financez parce que tout simplement la vie est au-dessus de tout et donc on essaye de soigner les gens. Alors quand on parle des services publics, il y en a qui pourraient confondre avec les administrations, la bureaucratie. Mademoiselle! Oh, par Jupiter, est-ce que les gens peuvent être désagréables, que voulez-vous? Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? Et où trouverai-je le formulaire bleu? Guichet 1. Mais là, je vous parle des services publics qui sont essentiels, les hôpitaux, l'éducation, la justice, la police. Et si on fait un état des lieux, c'est vraiment pas beau à voir. Alors il y a eu une consultation qui a été établie à l'initiative du gouvernement entre fin 2017 et début 2018. Sur les 17 000 personnes interrogées, 10 000 agents et 7 000 usagers, il y a 66% des personnes qui se sont déclarées très attachées aux services publics. Et ces mêmes personnes ont déclaré que si les services publics se dégradaient, c'était évidemment par une baisse des moyens et une baisse des effectifs. Et quand vous reprenez les services publics par secteur, vous voyez que dans les hôpitaux, on a une situation qui est absolument catastrophique. Aujourd'hui, vous avez même des chefs de service qui démissionnent de leurs fonctions administratives en dénonçant la logique de rentabilité financière qui est appliquée aux hôpitaux au détriment du soin apporté aux patients. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. De la même manière, on a vu de nombreuses manifestations ces derniers mois, ces dernières années, de policiers, de pompiers, d'enseignants qui se plaignent de leurs conditions de travail qui sont devenues absolument insupportables. De la même manière, quand vous regardez l'éducation nationale, bon, il y a un chiffre qui dit tout, hein, on est tombé dernier au classement en mathématiques sur l'ensemble des pays européens. Et je vous parle même pas du budget de la justice en France, parce que c'est le 23e budget en Europe, et il est 2 fois inférieur à celui de l'Allemagne. Donc on comprend pourquoi les procédures judiciaires sont aussi longues dans notre pays. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette dégradation qui dure depuis des années et des années, elle n'est pas conjoncturelle, elle est véritablement structurelle. Et le meilleur exemple, c'est la crise du Covid, qui a mis en lumière, qui a révélé l'état catastrophique de délabrement de nos hôpitaux, et pour autant, les gouvernants ne remettent absolument pas en cause leur politique, et ils continuent à supprimer des lits, à réduire les moyens qui sont alloués à l'hôpital public. Donc vous comprenez que, au-delà de la réalité et des événements qui en principe auraient dû amener au moins une prise de conscience de nos dirigeants, ça n'est absolument pas le cas. Ils tiennent par-dessus tout à leur politique d'austérité, c'est-à-dire faire des économies dans les budgets de fonctionnement des services publics, et rien ne pourra les arrêter, pas même les besoins tout simplement des citoyens, alors que les services publics sont là pour répondre aux besoins des gens tout simplement. Mais si tout se passe comme ça, c'est pas tout à fait anodin. Parce qu'en fait, quand vous dégradez les services publics, c'est un très bon moyen d'ouvrir la voie future à une privatisation des services publics. Et là-dessus, Noam Chomsky l'avait parfaitement résumé, et je vous lis la citation. « Comment détruire un service public ? En baissant son financement. Il ne fonctionnera plus, les gens s'énerveront, ils voudront autre chose. C'est la technique de base pour privatiser un service public. S'il y a un slogan à retenir, c'est que quand tout sera privé, on sera privé de tout. Retenez bien que les services publics, c'est ce qui permet de rendre effectif le principe d'égalité. Vous savez, le principe qui est proclamé dans la devise de la République. Parce que
Les riches, les plus riches, les très très riches, eux, vous inquiétez pas, ils auront toujours les moyens de se payer ces services-là. L'accès aux soins, l'accès à une bonne éducation pour leurs enfants. Mais les services publics, c'est pour les autres. Et les autres, c'est nous. Alors on vient de voir qu'en baissant les budgets des services publics, on ouvre la voie aux privatisations. Et de fait, il faut se souvenir qu'à compter du milieu des années 80, il y a eu une vague de privatisation sans précédent dans notre pays. Alors je vais vous faire une liste, pas exhaustive, mais des principales entreprises qui ont été privatisées. Et vous allez voir que ce qui aujourd'hui nous paraît tout à fait naturel, mais ne l'était pas du tout il y a encore 30 ans. En 1987, TF1, Société Générale, Suez et Compagnie Générale d'Électricité devenue Alcatel-Alstom. En 1990, Renault. En 1994, BNP, Total et Elf Aquitaine. En 1995, Péchinet. En 1996, AGF. En 1997, France Télécom. En 1998, GAN, CIC et Thomson. En 1999, Air France et Crédit Lyonnais. En 2005, Gaz de France et les autoroutes. En 2014, l'aéroport de Toulouse-Blagnac. En 2016, les aéroports de Lyon et de Nice. Et depuis 2017, la SNCF, EDF et la Française des Jeux. Et demain, les barrages électriques et pourquoi pas l'éducation, la santé, la police, la justice, parce que tout doit devenir marchand. Alors, est-ce que vous croyez que les privatisations ont vraiment été profitables aux citoyens? Réfléchissez un peu. Les autoroutes, les prix ont-ils baissé? L'électricité, les prix ils ont baissé? Devinez ce qui va arriver pour les billets de train. Non, les privatisations, elles sont pas là pour profiter aux citoyens. En revanche, elles sont très profitables à celui qui touche le gros lot, celui qui va bénéficier d'une rente, c'est-à-dire l'entreprise privée qui va s'octroyer le marché ou la gestion de l'activité concernée. Pourquoi? Parce qu'il va être en situation de monopole ou d'oligopole. Un oligopole, c'est une situation où vous avez quelques vendeurs seulement, mais vous avez énormément d'acheteurs. Donc il n'y a quasiment pas de concurrence. Et c'est bien le problème d'un certain nombre de privatisations qui ont été opérées ces dernières années, c'est que vous avez tous les effets négatifs de la concurrence. Pour faire simple, la recherche du profit par l'opérateur privé, mais vous n'avez aucun des effets positifs. Parce que c'est la concurrence, en principe, qui devrait conduire les opérateurs à améliorer leurs services pour attirer les consommateurs. Là, c'est pas du tout ce qui se passe. Si vous êtes en situation de monopole ou d'oligopole, il n'y a pas de concurrence. Donc l'opérateur privé, il monte ses prix, certes, mais en revanche, il baisse ses charges de fonctionnement, il baisse ses coûts pour augmenter encore plus le profit qu'il va réaliser. Et d'ailleurs, il y a très souvent des collusions d'intérêts. Des fraudes, disons-le clairement, entre public, appareils d'État et les grands groupes privés qui expliquent ces privatisations. On retrouve d'ailleurs un certain nombre de hauts fonctionnaires qui ont travaillé à la privatisation de grands groupes, notamment des banques dans les années 80 et 90, et qui se sont retrouvés à la tête de ces grandes banques. Donc, vous voyez comment on pourrait admettre que des hauts fonctionnaires censés être au service de l'État, après avoir travaillé sur une privatisation, eh bien, prennent la direction de ces grands groupes. Il y a là une confusion des genres qui pose de très très gros problèmes d'impartialité et de neutralité et finalement d'intérêt général. Non, je suis écœuré. Et puis il y a une dernière observation concernant la privatisation, c'est qu'en réduisant le périmètre de l'État, mécaniquement, vous allez renforcer le pouvoir des entreprises. Autrement dit, vous allez réduire l'influence du vote des citoyens en transférant le pouvoir vers le comportement des consommateurs. Or, la consommation, par définition, c'est un acte individuel. Donc, vous isolez les individus et vous les rendez impuissants là où le vote permettait d'avoir une approche collective de citoyens qui s'intéressent à la vie de la cité. Et vous voyez donc que c'est un moyen redoutable pour affaiblir les démocraties au profit de ce qu'on appelle le marché. Alors maintenant, on va s'attacher à analyser les bienfaits de l'intervention de l'État dans l'économie. Alors je commence par dire qu'il ne faut pas être dogmatique. Il ne s'agit pas de dire qu'on va tout nationaliser et que l'État pourrait gérer absolument toutes les activités. Je pense que nous sommes en économie mixte et qu'il y a des activités qui doivent relever du secteur privé parce que la concurrence peut librement et loyalement s'exercer. En revanche, il y a des situations qui relèvent de monopoles naturels ou bien des activités qui revêtent une importance absolument stratégique pour la nation, pour le pays, et ces activités-là doivent être gérées par l'État. C'est notamment le cas de la gestion de l'eau, de l'énergie ou du transport ferroviaire. Ces activités doivent être gérées par le secteur public, par l'État, pour une raison simple, c'est qu'il ne peut pas s'exercer une concurrence effective
en ces domaines. Et donc l'entreprise privée qui décrocherait un marché public de cette nature serait en situation de monopole, ne chercherait que le profit et donc dégraderait nécessairement l'activité parce qu'aucune concurrence ne viendrait l'obliger à améliorer la qualité de ses prestations. Retenez ceci, nous sommes en économie mixte. Il y a donc un juste équilibre à trouver entre les activités qui doivent être gérées par l'État, par le secteur public, et les activités qui doivent être gérées par le secteur privé. Alors s'il y a des activités qui doivent être gérées par l'État pour assurer le principe d'égalité entre tous les citoyens, l'État a vocation à intervenir d'autres manières également, et en particulier pour corriger les déséquilibres économiques que le marché va engendrer. Comment procède l'État ? Tout simplement par les impôts et les prestations sociales. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un premier temps, le marché va opérer ce qu'on appelle une répartition primaire des richesses, et va engendrer un certain nombre d'inégalités qui sont assez grandes. Et l'État est là pour venir corriger ces inégalités. Il prélève des impôts et des prestations sociales, et puis il va répartir la richesse autrement pour que finalement cette répartition soit un peu plus équitable entre l'ensemble des citoyens. Et puis par la suite, évidemment, ces citoyens, les personnes qui ont bénéficié de prestations sociales ou de crédits d'impôt, bref, de toutes sortes de réinjections par l'État de l'argent dans l'économie, eh bien continueront également, eux, à consommer ou à investir dans l'économie. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Observatoire des inégalités a établi que le système de redistribution des richesses mené par l'État via les impôts et les prestations sociales permet de corriger les inégalités de revenus par moitié. Et pour vous donner un chiffre plus précis, quand on compare les inégalités de revenus entre les 10% les plus aisés et les 10% les plus pauvres, on constate que le rapport est divisé par 4. C'est-à-dire que l'écart passe d'un rapport de 21 à 6. Ça veut dire que sans cette redistribution, c'est 1 Français sur 5 qui serait sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire qu'on passerait d'un taux de pauvreté de 14% à 22%, ce qui est absolument considérable. Ce que je viens de vous dire, peut-être que ça vous a un peu surpris, parce que c'est pas du tout ça qu'on entend dans le débat public. Ce qu'on entend, c'est que l'État et son système de protection sociale est complètement obèse, qu'on aurait un mammouth étatique qui pèse de tout son poids sur l'économie française, et on vous sort toujours le même chiffre. Le poids des dépenses publiques représenterait 56% du PIB. On serait presque devenu un État communiste si vous les écoutiez, parce que c'est le taux le plus élevé du monde. Rendez-vous compte. Donc, il faut absolument baisser les charges sociales, il faut baisser ce taux par tout moyen pour s'aligner sur les pays qui sont sérieux, qui sont raisonnables et qui sont les vraies démocraties libérales. Alors, soyons sérieux 2 minutes. Parce que en nous disant que le poids des dépenses publiques c'est 56% du PIB, on nous suggère que le poids des dépenses privées serait seulement de 44%. C'est ce qu'on serait invité à comprendre. Et donc on nous dirait que les dépenses publiques, elles sont supérieures au montant des dépenses privées. Mais c'est pas du tout ça. Parce qu'en fait, si on peut évaluer le montant des dépenses en comparaison avec la valeur du PIB, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas du tout la même chose. Le montant des dépenses n'a pas à voir avec le montant des richesses qui sont créées, qui correspond au PIB. Et donc si vous faisiez l'évaluation du montant total des dépenses privées par rapport au PIB, vous obtenez pas du tout 40%, vous obtenez 200%. Ça veut dire que le total des dépenses privées et publiques, c'est 250%. Donc le poids de l'État dans l'économie, c'est seulement 20%, c'est seulement 1/5. Quand on ne fait pas des sophismes et des raisonnements fallacieux, le poids de l'État dans l'économie, c'est seulement 20%. Mais surtout, cet argent, l'État ne le brûle pas, l'État ne l'enferme pas à double tour dans les coffres forts, l'État il le réinjecte, tout l'argent qu'il le collecte, il le réinjecte dans l'économie. C'est ce qui va servir à payer les fonctionnaires, c'est ce qui va servir à payer les pensions de retraite, c'est ce qui va servir à rembourser les soins médicaux, c'est ce qui va servir aussi à financer la construction d'infrastructures via les marchés publics. Bref, tout cet argent, il est injecté dans l'économie. Et cet argent, il va être consommé ensuite. Parce que les pensions de retraite vont servir aux retraités pour aller faire leurs courses. Les remboursements des soins médicaux, c'est la rémunération des médecins et des pharmaciens, par exemple. La rémunération des fonctionnaires, c'est aussi ce qui va leur permettre de vivre et donc de consommer. Bref, vous voyez que l'économie est une boucle et que l'État, finalement, ne remplit le rôle que d'une machine qui trie la monnaie. Le marché, vous voyez, répartit très mal la richesse, il arrive avec son gros sac de pièces, et puis l'État va prendre ce sac, et puis il va trier, et il va réorienter les pièces dans la bonne direction pour qu'on arrive à une répartition des richesses qui soit plus équitable.
Voilà le rôle de l'État et comme vous l'avez vu, c'est très favorable parce que ça permet de compenser le niveau des inégalités que le marché, c'est-à-dire le secteur privé, engendre naturellement. Alors après, la question peut se poser. Qui souhaite la disparition de la sécurité sociale ? Qui souhaite qu'on supprime le système de retraite par répartition qui garantit à tous les retraités une pension dont le montant est garanti jusqu'à la fin de sa vie ? Qui souhaite supprimer l'idée qu'on rembourse absolument tous les soins médicaux et en particulier les maladies graves. Bon, on peut en discuter, mais pour tous ceux qui croient que le privé c'est l'Eldorado et le paradis, il faut être clair. Le système de sécurité sociale français, il pèse donc pour 32% dans le PIB. Mais comme vous l'avez compris, il s'agit seulement de prélever des cotisations sociales et puis ensuite d'allouer l'argent en fonction des besoins des citoyens. C'est d'ailleurs le principe même de la sécurité sociale. C'est chacun cotise en fonction de ses moyens, mais reçoit en fonction de ses besoins. Donc si vous voulez remplacer la sécurité sociale par des systèmes d'assurance privée, premièrement, vous allez rompre le principe d'égalité, parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas se payer ces assurances-là, mais surtout pour ceux qui croient, qui seraient plus aisés, qui pensent qu'il y aura un intérêt, soyez tranquilles, les assurances privées, elles vont faire différemment que le secteur public. Elles vont prendre une marge qui s'appelle celle du profit. Et puis elles ont aussi des coûts de fonctionnement qui sont liés à la publicité. Donc l'assurance privée, je peux vous garantir une chose, c'est que ce sera plus cher et que le service et la garantie sera de moins bonne qualité. Ça, c'est une certitude. Puis maintenant que vous avez bien compris comment tout ça s'articule, vous pouvez voir qu'il y a une entourloupe dans le discours dominant. Parce qu'il s'attache à nous dire que l'État confisquerait l'argent et appauvrirait l'économie, mais c'est pas du tout le cas, puisque, on l'a dit, l'argent est réinjecté toujours dans l'économie privée. En revanche, il y a un autre endroit où l'argent est retiré à l'économie réelle. C'est l'épargne et les placements financiers. Tout l'argent là dort effectivement dans des coffres forts, entre guillemets. En tout cas, cet argent ne tourne pas du tout dans l'économie réelle et il sert plutôt à alimenter la spéculation financière. Là, oui, c'est un gros problème parce qu'il atrophie l'économie et il appauvrit donc l'ensemble des citoyens. Donc vous comprenez que lorsqu'on taxe les très très riches, ça permet de taxer l'épargne, de taxer la spéculation financière et de cette manière, on retire l'argent des coffres forts pour aller alimenter l'économie réelle cette fois-ci. Ça, c'est de bons investissements, ça, c'est une bonne manière de faire une politique économique. Je voudrais conclure le propos en ayant une vision globale, macroéconomique, du rôle de l'État dans l'économie. Parce que le marché connaît des cycles. Il connaît des phases d'expansion, c'est-à-dire que l'activité économique va s'accroître, et puis des phases de contraction. L'activité économique diminue. Et il y a un économiste qui notamment avait pensé ça, c'est Keynes, qui avait expliqué qu'il faut que l'État intervienne puissamment lorsque l'activité économique est en contraction, c'est-à-dire que vous avez une activité économique qui décélère, et en revanche, l'État aurait plutôt vocation à moins investir, à moins intervenir lorsque le marché fonctionne bien, qu'il est en expansion et qu'il crée donc des emplois. Et donc vous avez une courbe, en quelque sorte, qui représente les cycles économiques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État a vocation à essayer au maximum par son intervention d'aplatir la courbe parce que les grandes variations que vous voyez, ça va correspondre à des chocs économiques. Donc le rôle de l'État, c'est d'amortir les chocs économiques, de rendre la courbe la plus plate possible pour créer finalement le système le plus équilibré possible, le plus pérenne possible. Et c'est drôle parce que ce principe, il est souvent oublié dans le débat public, alors pourtant qu'à la suite de la crise des subprimes en 2008, une grande partie des économistes s'étaient accordés à dire que le système redistributif français avait amorti le choc et avait permis à la France de mieux s'en sortir par rapport à ses pays voisins. Mais aujourd'hui, on est revenu sur les poncifs habituels en nous expliquant que l'État c'est mal et que le marché c'est génial. C'est ça, c'est à n'y rien comprendre, même en y réfléchissant bien. Et je voudrais terminer cette vidéo en vous lisant une citation de Pierre Bourdieu qui avait parfaitement résumé quelle était l'action des dirigeants politiques et leur responsabilité dans l'affaiblissement du rôle de l'État. Parce que contrairement à ce qu'on nous dit, c'est pas la mondialisation ou la globalisation qui aurait anéanti toute capacité d'intervention de l'État. C'est avant tout des gouvernants qui ont sciemment abandonné tout levier de pouvoir au profit de ce qu'on appelle le divin marché. Contrairement à l'idée répandue que la politique de mondialisation tend à favoriser leur dépérissement, les États continuent en fait à jouer un rôle déterminant au service de la politique qui les affaiblit. Il est remarquable que les politiques visant à déposséder les États au profit des marchés financiers ont été dictées par des États, et qui plus est, des États gouvernés par des socialistes.
ce qui signifie que les États, et tout spécialement ceux qui sont gouvernés par des sociodémocrates, contribuent au triomphe du néolibéralisme, non seulement en travaillant à la destruction de l'État social, c'est-à-dire notamment des droits des travailleurs et des femmes, mais aussi en cachant les pouvoirs qu'ils relaient. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, notamment sur la question de savoir si vous adhérez au discours dominant qui discrédite en permanence l'État et les services publics, ou si vous faites partie plutôt de ceux qui défendent l'État, les services publics et le principe d'égalité. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, et on se dit à très bientôt. You want to destroy some system, first defund it. Then it won't work, people will be angry, they want something else. That's a standard technique for privatizing some system. We see it in the attack on public schools. Public schools are based on the principle of solidarity. I no longer have children in school, they're grown up. But the principle of solidarity says I happily pay taxes so that the kid across the street can go to school. That's normal human emotion. You have to drive that out of people's heads. I don't have kids in school, why should I pay taxes, privatize it, so on.